J'ai tué ma sœur ce soir-là, non pas avec un couteau ou une balle, mais avec un silence qui a duré des années. Et pourtant, c'était elle qui gisait, brisée, sur le trottoir mouillé de la Seine. Elle avait supplié pour ma voiture, cette Renault usée que j'avais gardée comme un talisman de ma liberté perdue, en riant. « Allez, frangin, je peux en racheter une, toi tu sais bien que l'argent n'est pas un problème pour moi. » Et puis, elle avait vu la vie de saisie collée sous l'essuie-glace, ce papier banal qui portait en lui le poids de nos péchés enfouis. Ses yeux s'étaient agrandis, non pas de surprise, mais d'une reconnaissance tardive, comme si elle revoyait le fantôme de cette nuit où elle m'avait jeté en pâture au loup pour sauver sa peau immaculée. J'ai souri, pour la première fois depuis des lustres, parce que la vengeance, en France, n'est pas un cri. C'est un murmure qui s'infiltre dans les veines comme le brouillard parisien. Paris, cette garce impitoyable, m'avait vu naître en 1990, dans un appartement exigu du 18e arrondissement, où l'odeur de baguettes fraîches se mêlait à celle de la misère rampante. Ma sœur, Élise, était l'aînée de 2 ans, la princesse aux boucles blondes que nos parents adoraient comme une icône laïque. Moi, Julien, j'étais le second, le remplaçant invisible, bon pour porter les courses ou réparer les fuites. Dès l'enfance, elle m'avait appris la trahison en petite dose. Voler mes jouets, accuser mes bêtises des siennes, et toujours, obtenir le pardon avec un sourire qui désarmait les adultes. C'est une fille, Julien, sois gentil, disait maman, tandis que papa hochait la tête, les yeux embués par son pastis quotidien. J'ai grandi en croyant que l'amour fraternel était une dette que je payais sans compter, ignorant que les dettes, à Paris, finissent toujours par être recouvrées avec intérêt. À 20 ans, Élise a rencontré Antoine, un banquier aux épaules larges et aux ambitions voraces, dans un café de Montmartre où les artistes fins sirotent des expressos à 10 €. Elle est devenue sa muse, sa reine, et moi, leur ombre complice. Antoine gérait des fonds noirs pour des oligarques russes qui lavaient leur argent dans les galeries d'art de la rive gauche. Élise savait tout. Elle organisait les dîners, flattait les égos et encaissait les enveloppes discrètes qui gonflaient notre compte en banque familiale. Celui que je croyais être le mien seul, puisque j'étais l'administrateur nominal. « C'est pour nous, Jules, pour sortir de ce trou », murmurait-elle lors de nos soirées clandestines, un verre de Bordeaux à la main. J'acquiesçais, ivre de son affection rare, ignorant que ces fonds étaient une bombe à retardement. La nuit où tout a basculé, c'était un automne pluvieux de 2015, sous Hollande, quand la France saignait encore des attentats de Charlie. Nous étions dans l'appartement d'Antoine, rue de Rivoli, entouré de tableaux volés et de bouteilles de champagne millésimées. Élise avait bu trop, Antoine négociait un transfert de 10 millions avec un contact ukrainien nerveux. J'étais là pour sécuriser la porte, un rôle de figurant que j'adorais parce qu'il me rapprochait d'elle. Mais l'Ukrainien a sorti un flingue, un Beretta froid comme la Vistule, et exigeait sa part immédiate. Antoine a ri, trop sûr de lui. Élise a hurlé quand la première balle a traversé l'épaule de l'homme. Le sang a giclé sur le tapis persan, et dans la panique, Antoine a riposté, tu en es le contact. C'était un meurtre, pur et simple, dissimulé sous les lois floues du blanchiment. Jules, tu dois nous couvrir, a supplié Élise, ses yeux verts de larmes, agenouillée dans la flaque écarlate. Antoine, livide, hochait la tête, t'es clean, toi. Pas de casier. Dis que c'était un cambriolage qui a mal tourné. On te sortira de là. J'ai hésité, le cœur battant comme un tambour de la Bastille, mais son regard, ce même regard d'enfance, m'a brisé. J'ai pris le Beretta, j'ai tiré un coup dans le mur pour simuler la défense, et j'ai appelé la police. Intrus armé, j'ai dû me défendre. Ai-je bredouillé aux flics, tandis qu'Élise et Antoine s'éclipsaient par l'escalier de service. Les menottes étaient froides sur mes poignets, mais pire étaient les mensonges que je déversais. Oui, j'étais seul. Non, pas de complice. C'était un vol banal. Le procès a été un cirque médiatique, comme seul Paris sait en monter. Les journaux titraient « Le jeune banquier tueur de la rive droite » et moi, Julien Moreau, je devenais le monstre. Élise témoignait contre moi, les larmes aux yeux, mon frère était instable, obsédé par l'argent facile. Il m'avait menacé de tout révéler si je ne l'aidais pas Antoine, bien sûr, n'était qu'un ami de passage, innocent. Le juge, un vieux renard du palais de justice, m'a condamné à 8 ans pour homicide involontaire et association de malfaiteurs. 8 ans à Fleury-Mérogis, cette prison qui avale les âmes comme la Seine avale les secrets. Pendant ce temps, Élise épousait Antoine en grande pompe à Saint-Germain-des-Prés, et il filait le parfait amour dans une villa de Neuilly, financée par les fonds que j'avais protégés. Libéré en conditionnel après 6 ans, en 2021, sous Macron et ses réformes libérales qui libèrent les corps mais pas les esprits, j'ai retrouvé Paris changé. Plus de masques, plus de distance, mais la même hypocrisie. Ma voiture, cette Renault Clio de 2010 que j'avais achetée avec mes premiers salaires d'avant la chute, était encore là, garée dans une ruelle de Belleville, miraculeusement épargnée par les huissiers. Elle représentait ma seule encre,
les trajets solitaires vers la Normandie pour voir maman, mourante d'un cancer que les traitements n'avaient pas couvert. Élise m'avait promis de payer les factures médicales. C'est le moins que je puisse faire, frangin. Mais les lettres de rappel s'empilaient, et la saisie pendait comme une épée de Damoclès. C'est alors qu'elle est revenue, Élise, radieuse dans sa robe Chanel, garée en double fil devant mon HLM délabré. « Jules, j'ai besoin de ta caisse. La mienne est au garage, et Antoine est en déplacement à Genève. Allez, je t'en offre une neuve. » Elle riait, ce rire cristallin qui masquait autrefois nos peurs. J'ai ouvert la portière, et là, sous l'essuie-glace, l'avis, saisie judiciaire pour dettes impayées. Procédure enclenchée le 15 novembre 2025. Ses doigts ont tremblé en le lisant, et pour la première fois, j'ai vu la fissure, la culpabilité, ou peut-être la peur que son château de cartes s'effondre. Elle a froissé le papier dans son poing, ses ongles manucurés, un rouge sang qui évoquait trop le tapis persan d'il y a 10 ans, et l'a jeté par terre comme un mégot. « C'est quoi ce bordel, Julien? Tu as laissé maman crever pour des factures? Tu es pathétique. » Ces mots me giflèrent plus fort que les matraques des gardiens de Fleury. Pathétique. C'était le mot qu'elle avait murmuré au tribunal, quand le procureur l'avait pressé sur nos liens fraternels. Il était instable, oui, pathétique dans sa jalousie. J'ai ramassé la vie, lissant ses plis avec une tendresse que je réservais autrefois à ses confidences. Non, Élise. C'est toi qui as laissé crever maman. Les fonds que tu m'as promis, ils ont servi à retaper ta piscine à Neuilly. Elle a blêmi, mais son instinct de survie, ce serpent qu'il habitait depuis l'enfance, a repris le dessus. Écoute, on peut arranger ça. Antoine connaît des avocats, des huissiers. Donne-moi la voiture, je la garde en gage, et on règle tes dettes. Pour la famille, hein? La famille. Ce mot était une farce, un slogan gaulliste recyclé pour masquer les trahisons bourgeoises. J'ai acquiescé, feignant la faiblesse qu'elle attendait, et elle est partie au volant de ma Clio, klaxonnant joyeusement comme si elle volait un bonbon à un enfant. Mais ce soir-là, seul dans mon studio au mur jauni par la nicotine des locataires précédents, j'ai ouvert un tiroir scellé, un dossier cartonné, jauni par l'humidité, contenant les preuves que j'avais amassées en prison. Des relevés bancaires falsifiés, des enregistrements vocaux volés à un codétenu hacker, et une lettre de l'Ukrainien, non, pas le mort, mais son frère, qui avait contacté un avocat anonyme pour témoigner contre Antoine. La vengeance, en France, n'est pas un feu d'artifice. C'est une lente érosion, comme la pluie qui use la pierre de Notre-Dame. J'ai commencé par les petites piqûres, un appel anonyme à l'hôpital où maman était morte, signalant des irrégularités dans les paiements d'Élise. Puis, une lettre aux impôts, avec des copies des transferts suspects vers des comptes offshore. Antoine, ce serpent au costume sur mesure, a riposté vite. Mes allocations conditionnelles coupées, un huissier à ma porte pour le peu que j'avais. Mais Élise, elle oscillait, liante et fuyante. Un jour, elle débarquait avec un chèque pour les funérailles en retard de maman. Le lendemain, elle m'accusait de chantage au téléphone. « Tu veux me ruiner? Après tout ce que j'ai fait pour toi en prison ?» Ce qu'elle avait fait, des colis vides, des visites écourtées par ses migraines, et une fois, un avocat pour plaider ma libération anticipée, contre une commission sur mes maigres biens futurs. Papa était mort 2 ans plus tôt, d'une crise cardiaque feinte en overdose pour les assurances, un secret qu'Élise m'avait confié en prison. Il buvait trop, Jules, mais j'ai arrangé ça pour nous. Nous. Toujours ce nous qui m'engloutissait. Libéré, j'avais erré dans les bistrots de Bastille, écoutant les ragots des anciens du quartier. C'est là que j'ai appris pour la maîtresse d'Antoine, une Ukrainienne nommée Olena, sœur du mort, qui travaillait maintenant comme serveuse au Procope. Elle avait les mêmes yeux froids, et quand je l'ai abordée un soir de verre renversé, elle a craché « Ton beau-frère a tué mon frère pour de l'argent sale. Et toi, tu as menti pour eux. » Pas de pitié dans sa voix, juste une fin de justice que je reconnaissais comme mienne. Je l'ai recrutée, non par amour, Dieu m'en garde, après les nuits solitaires de cellules où les fantasmes se muent en rage, mais par nécessité. Olena avait des copies de disques durs, des emails où Antoine ordonnait le nettoyage du contact. Ensemble, nous avons ourdi le plan, infiltrer le cercle d'Élise, qui organisait encore ses dîners pour clients russes, sous couvert de galeries d'art à Saint-Honoré. J'ai pris un job de voiturier chez un loueur de luxe, près de leur villa, et un soir de décembre 2025, quand la neige rare saupoudrait les Champs-Élysées, Élise m'a appelé « Viens, Jules, Antoine est en Suisse, et j'ai une soirée. Ta Clio, elle est parfaite pour transporter les œuvres. » Ironie du sort, ma voiture saisie serait le cheval de Troie. La soirée était un théâtre d'ombre, robe de soirée bruissant comme des feuilles mortes, murmure en russe sur des toiles de faux monnaie. Élise, éblouissante en noir, m'a présenté comme mon frère repentant, qui aide maintenant. Les invités riaient,
ignorant que je glissais une clé USB dans la sacoche d'un oligarque saoul. Olena, déguisée en serveuse, filmait discrètement les échanges. Mais Élise a flairé quelque chose. Ses yeux se sont posés sur moi trop longtemps, et plus tard, dans la cuisine encombrée de bouteilles, elle a sifflé « Qu'est-ce que tu fous ici, Julien? Tu crois que je ne vois pas tes manigances ?» J'ai nié, feignant l'innocence, mais elle a sorti un chèque. « Prends ça, et disparaît. » Pour maman. Le montant? Exactement les dettes de la saisie. Un appât empoisonné. J'ai accepté, mais cette nuit-là, rentrant en taxi, ma Clio encore chez elle, j'ai vu l'appel d'Olena, elle sait pour le dossier. Elle a fouillé ta voiture. La trahison d'Élise n'était pas finie. Elle l'avait toujours su, et maintenant, elle contre-attaquait. Un email anonyme à la police, signalant ma complicité récente avec des Russes. Les flics ont débarqué à l'aube, perquisitionnant mon studio, trouvant rien, car j'avais tout numérisé chez Olena. Mais le doute s'insinuait. Et si Élise allait plus loin? Avorter le plan pour me briser à nouveau? Les jours suivants furent un ballet de mensonges, comme ces valses viennoises que papa écoutait sur son vieux tourne-disque, avant que l'alcool ne le rende muet. Élise m'invitait à dîner, prétextant la réconciliation familiale, dans leur villa de Neuilly où les lustres de cristal pleuraient des larmes de lumière sur des tapis iraniens. Ironie, vu le sang ukrainien sur nos mains. Antoine était rentré de Genève, plus pâle, parlant de turbulences marchées, mais je voyais dans ses yeux le calcul froid d'un homme qui avait déjà enterré un corps. « Julien, mon vieux, tu as l'air en forme. La prison forge le caractère, hein ?» Il riait, tapotant mon épaule comme un parrain sicilien, ignorant que Olena avait déjà vendu des infos à un journaliste du Monde sur ses deals. Élise, elle, jouait la sœur repentante. Plat mitonné, coq au vin qui embaumait l'enfance, anecdote sur maman, et même une photo jaunie de nous 4 à Deauville, avant que le cancer ne ronge tout. Mais sous la table, son pied effleurait le mien, un geste ambigu qui n'était pas fraternel. « Tu m'as manqué, Jules. » Vraiment. Sa voix était un vin doux, empoisonné de regrets faux. J'ai sondé, prudent. Et la saisie? Tu vas payer? Elle a haussé les épaules, bien sûr. Mais d'abord, aide-moi avec un petit service. Antoine soupçonne une taupe dans nos affaires. Fouille un peu, pour moi. Le service? Aller chez Olena, sous prétexte d'une livraison d'art, et installer un mouchard. C'était le moment de l'escalade. J'ai accepté, et cette nuit-là, sous la lune pâle qui filtrait par les volets de l'appartement d'Olena à Barbès, nous avons inversé les rôles. Au lieu du mouchard, j'ai posé un enregistreur, et nous avons parlé, non pas d'amour, mais de vengeance pure. Elle t'a utilisé comme un Kleenex, Julien. Moi, mon frère est mort pour leur caprice. On les fait tomber ensemble. Ses lèvres sur les miennes étaient froides, un pacte scellé dans la sueur et la rage. Le lendemain, j'ai rapporté à Élise, rien de suspect. Une serveuse lambda. Mais elle a souri, trop sharp, bien. Et maintenant, signe ça. Un papier, une reconnaissance de dette pour la location de la Clio, me liant à elle pour des années. La tension montait, UAM comme les catacombes sous Paris, ou les os des traîtres s'entassent anonymes. Les médias commençaient à gratter. Un article dans Libération sur des fonds russes dans l'art parisien, citant des sources anonymes, Olena. Antoine paniquait, annulant des deals, et Élise, elle l'attribuait à moi, en privé, si tu n'avais pas tout gâché cette nuit-là, on serait riche, pas des parias. Ces lancements de phase devenaient quotidiens. Un jour, elle pleurait au téléphone sur notre enfance volée par papa. Le lendemain, elle m'envoyait un SMS, ne t'approche plus, ou je balance tout sur ton petit coup avec l'Ukrainienne. Elle savait pour Olena. Bien sûr. Son réseau d'espions, coiffeuses, chauffeurs, même le concierge de Neuilly, était un filet tissé de ragots et de chantage. Le climax s'annonçait pour Noël 2025, une réception chez un collectionneur de la place Vendôme. Élise m'y traînait comme un accessoire. Montre-leur que tu es réhabilité, Jules. La salle bruissait de fourrure et de cigares cubains, l'air lourd de parfums et de secrets. J'avais la clé USB en poche, prête à être branchée sur l'ordinateur du maître de maison pour diffuser les preuves, email, virement et un enregistrement d'Antoine ordonnant le meurtre. Olena était là, en robe rouge sang, versant le champagne avec un sourire de sphinx. Mais Élise, intuitive comme une gitane de Belleville, m'a coincé dans un couloir. « Qu'est-ce que tu manigances ?»« Je le sens. Si tu me trahis encore, je jure que je te fais renvoyer en tôle. » Pour de bon. Ses ongles s'enfonçaient dans mon bras, et dans un éclair de folie, elle a ajouté « Et pour Olena, je sais qu'elle est enceinte. De toi ou d'un autre. Ça ferait un scandale juteux. » Le choc m'a paralysé. Enceinte, Olena ne m'avait rien dit. Nos nuits étaient des tempêtes sans lendemain. Était-ce un bluff d'Élise,
ou une bombe réelle. La soirée a viré au cauchemar quand Antoine, saoul de cognac, a engueulé un invité russe, révélant par inadvertance un nom de compte offshore. La rumeur a enflé, et au milieu du chaos, j'ai glissé la clé. Les écrans des iPads invités se sont allumés, meurtre pour blanchiment, le banquier Antoine Duval impliqué. Cris, sirène au loin. La police, alertée par un type anonyme d'Olena. Antoine s'est effondré, hurlant mon nom, c'est lui. Le tôlard. Mais Élise, oh Élise, a pivoté. Attrapant un verre brisé, elle s'est lacéré le bras, criant « Julien !» Il m'a attaqué. Il est fou. Le sang coulait, théâtral, et les invités, ces bourgeois mous, ont applaudi le drame en appelant les flics. Emmené menotté pour la seconde fois, j'ai vu son regard triomphant depuis la voiture de police. Elle avait retourné la table, me désignant comme l'agresseur, protégeant Antoine une fois de plus. Mais dans la cellule froide du commissariat du 8e, Olena m'a visité, non enceinte, bluff d'Élise confirmé, et murmuré « J'ai une copie. Et ton enregistrement d'elle, ce soir, avouant le chantage sur maman. C'est ton tour, maintenant. » La garde à vue était un purgatoire familier. Néon blafard, café tiède qui goûtait le regret, et des interrogatoires où les flics, ces chiens de garde de la République, reniflaient la vérité sans la mordre. Agression sur sœur, monsieur Moreau? Vous avez un passif, hein? Le lieutenant, un moustachu du genre maigret recyclé, agitait la photo de la blessure d'Élise, superficielle, bien sûr, mais photogénique pour les caméras de BFM qui tournaient déjà autour du scandale Duval. Gêné, stoïque, invoquant la dispute familiale, mais intérieurement, la rage bouillonnait comme un cassoulet trop mijoté. Élise avait l'art de la volte-face, victime hier, accusatrice demain, et toujours immaculée, comme la tour Eiffel après la pluie. Libérée sous caution, Olena avait payé, avec l'argent d'un deal russe qu'elle avait détourné, je suis sorti dans la nuit parisienne, l'air chargé d'odeurs de marron grillé et de pisse de chat. Ma Clio était saisie pour de bon, garée dans un dépôt de la banlieue, mais ça n'avait plus d'importance. La vengeance culminait, et elle divisait déjà l'opinion. Les tabloïds titraient « Fratricide financier », le frère vengeur ou le psychopathe. Tandis que sur X, les tweetos se chiaient dessus, justice pour Julien contre victime Élise. Certains me voyaient en Robin des Bois des Bas-Fonds, d'autres en Iago jaloux. C'était le chaos que je voulais, pas une exécution propre, mais un lynchage public, à la française, où les scandales se nourrissent de pain et de cirque. Antoine a craqué le premier. Interrogé pour blanchiment, il a balancé des noms, pas le mien, non, mais celui d'Élise, elle gérait les contacts, les pots de vin. C'est elle qui a poussé pour le nettoyage de l'Ukrainien. Trahison en miroir. Son mari l'a jeté au lion pour sauver sa peau. Élise, sommée au palais, a nié en larmes devant les caméras. Mon mari ment. C'est Julien qui nous manipule depuis des années. Il a tué pour nous, et maintenant il veut tout détruire. Le twist? Elle produisait un enregistrement au fabriqué, je le savais, où ma voix confessait le meurtre initial. Les experts vocaux débattaient, authentique ou deepfake. La France, pays des Lumières, se délectait du doute cartésien. Olena et moi, terrés dans un garni de Montreuil, avons contre-attaqué. J'ai contacté un avocat pro bono, un idéaliste du barreau de Paris qui haïssait les riches. Avec les preuves cumulées, disques, témoignages, et maintenant l'aveu d'Antoine, nous avons porté plainte pour faux témoignages et subornation. Mais Élise, rusée, proposait un deal, un tête-à-tête dans un café anonyme du Marais, sous les arcades du 3e. Arrêtons ça, Jules. Pour papa, pour maman. Je plaide coupable pour les dettes, tu retires tout. Ses yeux, rougis par le maquillage waterproof, imploraient. J'ai accepté, micro caché dans ma chemise. Là, entre deux croissants, elle a craqué. J'ai eu peur, cette nuit-là. Tu étais si fort, si prêt à tout. J'ai dû te sacrifier pour nous sauver. Et maman. J'ai payé, mais Antoine a détourné. C'est lui, le monstre. Aveu enregistré, hors pur pour le procès. Pourtant, le doute m'assaillait. Était-ce sincère ou un nouveau piège? La nuit, dans les bras d'Olena, enceinte pour de vrai, cette fois, d'un amant passé mais pas mien, je revivais les flashbacks. Élise enfant, me protégeant d'un père ivre, Élise jeune, partageant son premier joint sur les toits de Sacré-Cœur. La trahison n'effaçait pas l'amour tordu qui nous liait. Le matin, le Canard enchaîné publiait un dossier, le duo Duval-Moreau, un empire bâti sur un frère sacrifié. L'opinion basculait. Pétition en ligne pour ma réhabilitation, manifestation devant la villa de Neuilly où Élise s'était barricadée. Le chaos Trao vint un soir de janvier 2026, gelé comme la justice française. Antoine, inculpé, se suicidait dans sa cellule, pendu avec sa cravate Hermès. Un mot, désolé, Élise.
Julien avait raison. Suicide ou meurtre? Les rumeurs enflaient. Élise, veuve éplorée, m'appelait hystérique. C'est toi. Tu l'as poussée au bord. Mais au lieu de fuir, elle proposait l'impossible. Viens à la maison. On brûle tout ensemble. Les dossiers, les preuves. Un nouveau départ. Piège ou rédemption? J'y allais, seul, la scène gelée en contrebas comme un miroir brisé. Dans le salon, flamme dans la cheminée léchant les bûches de chêne, elle versait du cognac. À nous, Jules. À la famille. Ses mains tremblaient, les miennes aussi. J'ai sorti le dossier final, la lettre de l'Ukrainien mort, dictée à son frère, accusant Élise d'avoir armé Antoine. Lis, ai-je dit. Elle a lu, et les larmes ont coulé pour de vrai. Je l'ai fait pour nous. Pour sortir de la merde. Tu comprends? Comprendre? Non. Pardonner? Peut-être. Mais la vengeance exigeait le sacrifice. J'ai allumé le feu au papier, mais gardé un double dans ma poche. C'est fini, ai-je murmuré, l'embrassant sur le front comme un frère. Pourtant, rien n'était fini. Le lendemain, les flics ont débarqué à la villa. Élise avait appelé, confessant tout, le meurtre, les mensonges, ma complicité forcée. J'en peux plus, inspecteur. Mon frère. Il m'a pardonné, mais je dois payer. Son geste? Un suicide théâtral, pilule dans le cognac, corps découvert dans la baignoire de marbre. Mort ou mise en scène. L'autopsie révélait des traces de lutte. On l'avait assommé, puis noyé. Soupçon sur moi, bien sûr, l'héritier présumé, avec mobile et opportunité. Oléna jurait mon innocence. Il était avec moi, enceinte ou pas, mais le twist final éclatait au procès. La lettre de l'Ukrainien n'était pas une accusation, mais un chantage d'Élise elle-même. Elle avait orchestré le meurtre pour hériter d'un fonds secret, me sacrifiant comme bouc émissaire, et maintenant, morte, elle me léguait tout, villa, compte, et une note, pardonne-moi, Jules. C'était pour te libérer. Libérer? En me chargeant de son ombre? Les jurés débattaient, suicide par remords ou meurtre par vengeance. J'étais acquitté faute de preuves, mais maudit par le doute. Paris me vomissait, amis perdus, job refusé, et Oléna partant pour Kiev avec l'enfant à naître, murmurant « Tu es trop français, Julien. Trop gris. » Seul avec la Clio rachetée, ironie, avec l'héritage, je roulais sur la nationale 7 vers le sud, la Provence des illusions perdues. Était-ce une fin heureuse, riche mais vide? Ou BKCH, un homme brisé par l'amour sororal? Les tuitos choisissaient leur camp, vengeance juste ou monstre fraternel. Moi, je n'en savais rien. La Seine coulait toujours, emportant les secrets, et la France, cette vieille sorcière, riait de nos tragédies. Fin. La boucle était bouclée, mais le nœud gordien persistait. Qui avait vraiment gagné? Élise, dans sa mort spectaculaire, ou moi, survivant hanté? Dans les bistrots de Marseille, on chuchotait encore l'histoire des Moreau, ce duo maudit qui avait défié les dieux de l'argent et du sang. Et moi, je buvais, toast à son fantôme, à la famille, Élise. Qu'elle nous hante pour toujours.